Depuis 1974, la France a perdu 2,5 millions d'emplois industriels. Ces pertes d'emplois sont certes le signe d'une réorganisation du travail, d'une automatisation accrue, mais également celui d'une délocalisation des activités, voire de la fermeture d'entreprises qui sont soumises à la concurrence étrangère. Ainsi, si l'industrie pèse un quart du PIB européen, elle ne pèse que 13% seulement en France. Si aujourd'hui les discours de relocalisation ou de réindustrialisation sont de bon ton, cela fait en fait plus de 30 ans que notre pays semble s'enfoncer dans une situation industrielle toujours plus alarmante pour l'emploi, pour l'attractivité, pour l'innovation et pour la production locale. Alors, chacun a son explication, abandon d'État stratège, manque de compétitivité à cause du coût du travail, recherche de bénéfices toujours plus gros, contraintes trop lourdes, salariés peu formés, bref. Mais ce qui est sûr, c'est que de nombreux Français en ont payé le prix, continuent de le faire et que cela affaiblit notre économie tout entière. Pourtant, la France est également le siège d'industries massives et de renommée mondiale, dans l'agroalimentaire, l'aérien ou encore le luxe, qui sont le fer de lance du Made in France. Si nous sommes encore dramatiquement habitués aux images de délocalisation et de fermeture définitive de nos entreprises, laissant ainsi des territoires orphelins d'une activité économique, la donne pourrait changer. Nos atouts sont nombreux, les discours politiques semblent souhaiter un retour de nos industries et la création de nouvelles. Tout pourrait s'aligner pour que la France renoue avec son histoire industrielle, dans le cadre bien sûr d'une économie aux enjeux totalement différents au XXIe siècle. Mais cela tient-il d'une réalité ou d'une chimère ? Pour en discuter, Gueule de Bois reçoit aujourd'hui Jean-Claude Beer, patron d'Alliance, la seule entreprise en France à utiliser la technique de la métallurgie des poudres, une industrie innovante qui fait d'ailleurs écho à l'histoire métallurgique des industries métallurgiques perdues en France. Alors monsieur Beer, Jean-Claude, on a une question très simple pour débuter. Est-ce que la France est responsable de sa propre désindustrialisation ? Bonjour à tous. En tout cas, les Français, je pense, sont responsables de la désindustrialisation de la France. Pour moi, ça, c'est assez clair, oui. Et qu'est-ce qui vous fait dire ça en fait ? C'est sur quel aspect que vous pensez la France, les Français sont responsables de cette désindustrialisation ? Est-ce que vous pensez que c'est finalement quelque chose qui a été pensé, qui a été mis en Oui, place oui. En fait, les Français n'aiment pas les usines, d'une manière générale, ni y travailler, ni les posséder, ni les avoir sur le territoire. Donc, quelque part, c'est pour moi le point de départ de tout ça. Je connais peu de gens qui imaginent voir leurs enfants travailler en usine. Je connais peu de gens qui ont envie de travailler en usine. Je connais pas assez de dirigeants, je dirais, locaux, je parle des maires ou bien des responsables politiques qui ont envie d'avoir des usines sur leur territoire. En fait, les gens n'aiment pas ça. Ils préfèrent autre chose. Et ça explique que depuis des années, tout se détourne de l'industrie. Pour rebondir sur ce que vous venez de dire, effectivement, j'ai lu une interview de Yves Gégaud qui a créé j'ai du mal, pardon, qui a créé en gros un label Made in France. Mmh. Et il disait qu'en fait, il avait parlé avec le patron de Mephisto et qu'en fait, il n'arrivait pas à trouver de piqueuses sur son territoire parce que ces personnes préféraient en fait être caissières plutôt que de travailler à l'usine pour l'image que ça entraînait en fait. Alors, mais par ailleurs, l'autre question, en fait, là où pour le coup, j'aimerais vous questionner à ce sujet-là, c'est que vous dites que les responsables des collectivités territoriales, les élus ne veulent pas d'usines sur leur territoire, mais on voit en ce moment que, au contraire, il y en a beaucoup qui se battent pour garder des usines, notamment, on le voit avec Chapelle Darblay, par exemple, en Seine-Maritime, ou bien sur le territoire de Belfort aussi. Alors, mon expérience, c'est qu'il y a certains maires, peut-être plutôt de l'ancienne génération, qui ont compris que les usines, ça pouvait leur apporter de l'argent à travers la taxe professionnelle. Enfin, c'est des choses qui ont disparu maintenant. Mais moi, ce que m'ont expliqué des responsables politiques, ils m'ont dit les usines, ça vote pas. Donc, ils préfèrent faire autre chose qui va augmenter les votes, par exemple des EHPAD, ou bien des maisons pour les vieux, ou bien des maisons pour les jeunes, ou bien des piscines, ou des choses comme ça, des gymnases. Mais une usine, ça embête absolument tout le monde. Ça peut polluer, en tout cas c'est l'image que ça peut avoir. Ça fait du transport, c'est sale, ça sent pas bon, ça fait du bruit. Donc il y a peu de gens qui ont vraiment envie d'avoir des usines dans leur périmètre. Évidemment, certains, parle de tous évidemment, ont compris que ça a amené aussi des gens, ça a amené aussi de la richesse, ça a amené aussi de l'activité, et puis derrière il y a des hôtels, des restaurants, il y a tout ça qui va. Mais globalement, une usine, ça embête tout le monde.
Mais quand vous parlez en fait d'image, est-ce que c'est uniquement la problématique de l'image de l'usine, donc ce que vous avez rappelé, polluant, ça prend de l'espace, c'est lourd, c'est pas très beau dans le paysage, etc. Oui. Ou est-ce que c'est également quelque part l'attrait des métiers c'est les deux. Oui, c'est les deux parce que absolument les deux. Ouais. parce que moi je me souviens, voilà, c'est de l'anecdote personnelle, mais moi je me souviens quand je finissais mon collège, les quelques camarades de classe qui souhaitaient partir en apprentissage en CAP, ils étaient moqués, et ils étaient moqués parce qu'ils allaient finir dans une usine, pas forcément, mais artisanat ou usine, et c'était quelque chose qui était pas bien vu, qui manquait de crédit, etc. Et je me dis, ben là, typiquement ce que tu disais, Aliénor, préférer travailler en caisse dans un supermarché plutôt que d'aller dans une usine où par ailleurs, j'imagine qu'on peut, comme partout, avoir aussi des perspectives d'évolution, et où les métiers sont plus forcément aussi ennuyeux qu'ils pouvaient l'être le siècle dernier. C'est plus. Mais là, et des salaires plus élevés aussi. En tout cas, dans le cas de Mephisto. Une usine, ça regroupe énormément de choses. Si vous voulez. Il y a quand on parle de l'industrie, c'est très vaste. Hein. Nous, on est dans l'industrie métallurgique, mais il y a l'industrie du plastique, il y a l'industrie agroalimentaire. Tout ça n'a pas grand-chose à voir. Il y a des usines très différentes en taille. En même temps, il y a des usines de 10 personnes et puis il y a des usines de 10 000 personnes. Donc, ça regroupe tellement de choses que c'est difficile de faire des généralités. Mais clairement, on a raté complètement le côté sexy de cette profession industrielle. Alors que moi, je me souviens bien quand j'ai démarré, j'ai toujours voulu travailler dans l'industrie. On m'a dit, mais qu'est-ce que tu vas t'enterrer dans l'industrie? Et c'est exactement l'inverse. Moi, je pense qu'on s'enterre dans les banques ou dans les administrations. Mais clairement, il y a un déficit d'image qui est absolument colossal. Ouais. Mais ça, c'est la partie communication. C'est vrai que c'est très important, mais est-ce que vous pensez qu'à un moment donné, l'État a fait le choix de ne plus penser l'industrie et donc a laissé tomber la stratégie? Je ne sais pas si c'est que l'État. L'État l'a fait. Je pense qu'aussi les patrons ont des grandes responsabilités parce que eux aussi ont pas soutenu. Il y a eu des grands. Moi, je suis lorrain d'origine et il y a eu des grands patrons, que les aciéries, les Wendel et tout ça. Il y avait des patrons assez emblématique, et il y a après cette période-là, après la guerre, il y a eu ça n'a pas été soutenu, que ce soit du côté de l'État, que ce soit du côté des patrons, que ce soit aussi du côté des salariés. Tout le monde a voulu autre chose que ça. Et ça, c'était un point de départ. Ensuite, il y a eu effectivement une course au profit où le salarié français était un peu plus cher que celui qui était en low cost. Donc, on a enlevé les usines. Bien sûr. Donc, ça a fait du mal. Et puis après, il y a eu le fabless. Tout ça, c'est Serge Turuc qui a pondu cette idée-là, qui est absolument abominable, de penser que on peut, nous Français, parce qu'on est soi-disant plus intelligent que les autres, faire de la conception et puis on met la fabrication plus loin. Ce que ces gens-là n'ont absolument pas compris, parce qu'ils n'ont jamais été dans une usine, c'est que l'usine, c'est le moyen de test de son ingénierie. C'est là qu'on voit en fabriquant si on a bien conçu les produits qu'on avait en tête. Si vous séparez l'usine de la conception, vos produits, ils ne progressent plus, ils ne sont plus bons. Alors, vous pouvez le faire une fois, mais au bout de quelques années, vos conceptions ne valent plus rien. Donc, ceux qui reconçoivent, c'est ceux qui ont les usines. C'est exactement ce qui s'est passé avec la Chine. Oui, j'allais te dire aussi, il y a peut-être aussi cet aspect-là, parce que en fait, là, ce qu'on comprend, c'est qu'il y a d'un côté l'État qui soit a voulu en premier, soit finalement a accompagné une société qui voulait plus de ces. Moi, je pense que l'État a suivi le mouvement dans le sens où le Français, en tant que citoyen, ne voulait plus de ça, quoi. Mmh. Et donc après là-dessus, donc du coup il y a aussi toute cette image négative de l'industrie, des ouvriers, des ouvrières, etc. Et aujourd'hui en plus, on a le sentiment que, enfin, c'est vrai que moi, d'un regard extérieur, parce que je n'ai jamais travaillé dans une industrie, et très peu de gens dans ma famille le font, mais c'est vrai que de l'extérieur, on se dit aussi qu'aujourd'hui en France, quel type d'industrie pourrait encore se développer, parce qu'on nous a tellement dit pendant des années, les Français sont trop chers, il y a trop de contraintes environnementales, il y a trop de contraintes sociales, il y a trop de ceci, trop de cela, et c'est vrai que ça peut être assez pessimiste. Et puis là-dessus, vous rajoutez là ce que vous venez de dire avec les discours de pas forcément vol de technologie, mais il y a une technologie qui existe, qu'on sait faire. Et puis... Les Chinois nous ont pas volé notre technologie, on est allé leur donner. Oui, voilà, oui. Pas du tout un vol. C'est encore pire.
Je sais pas. Alors, à moi, à partir du moment, enfin, il y a des gens qui ont décidé qu'on n'aurait plus d'industrie et ils ont très bien réussi. Après, est-ce que c'est négatif ou positif? Pour eux, c'est sûrement quelque chose de très positif. On peut parler de l'éducation aussi de la même manière. Pour moi, c'est une catastrophe parce que je pense qu'il n'y a pas de grand pays sans grande industrie. Si vous regardez quels sont les pays, d'ailleurs on parle des pays industrialisés, hein, c'est pas pour rien. Regardez quels sont les pays qui ont une culture, qui peuvent se payer des musées, qui peuvent se payer des systèmes sociaux élevés, qui peuvent se payer de la santé. Vous regardez le lien avec l'industrie, c'est très très vite vu. Les pays qui n'ont pas d'industrie ne peuvent pas avoir accès à ça, c'est juste impossible. Mais de même, on voit qu'aujourd'hui, par exemple, aux États-Unis, les États-Unis flèchent en fait leur talent et leur cerveau vers l'industrie en faisant s'envoler les salaires. Et la Chine, de l'autre côté, un pays donc où tout est organisé, à l'inverse, avec ses plans quinquennaux, flèche également ses talents vers l'industrie aussi. En fait, on a l'impression qu'il y a que la France où justement on n'est pas vraiment fléché vers l'industrie et on n'en entend pas parler. Et pour nos auditeuristes qui nous écoutent, enfin quand on avait préparé ce podcast, vous nous aviez posé la question pourquoi est-ce que nous, tous les trois, donc Gabriel et Tanguy et moi, on ne s'était pas dirigés vers l'industrie. Voilà. Et en fait, moi, très sincèrement, ça m'avait même pas traversé l'esprit. Je me suis jamais posé la question, pas une seule seconde. Pareil. Et c'est assez emblématique, je trouve, de la situation dans laquelle on se trouve, parce qu'on est tous les trois bac+5, bac+6, et ça nous a pas traversé l'esprit. Oui, la France... je crois, où les Français n'aiment simplement pas ça. Pour eux, je pense qu'on se voit comme un peuple issu des Lumières. On a des penseurs et travailler avec nos mains est quelque chose qui n'est pas, sauf si c'est de l'art ou du luxe ou de l'artisanat ou de l'artisanat pointu. Eh bien, ça, c'est reconnu, quoi. Mais on voit, je pense que les médias ont fait énormément de mal parce que on a aussi un système syndical en France. Moi, je suis pour le syndicat, mais pas comme chez nous, quoi. Parce que le syndicat a beaucoup détruit, mais ça peut être aussi que ça vient du fait qu'on a des patrons pas terribles. Ça, ouais. Je pense en fait que tout ça vient de notre culture. Quand je discute avec des étrangers, c'est quelque chose on en parle souvent parce que c'est très étonnant de la part d'Allemands ou d'Américains. Ils nous disent, mais comment vous faites tout ce cirque-là chez vous, là? Et alors, en fait, on arrive à voir que dans tous les pays que j'ai visités, et il y en a pas mal, à chaque fois j'ai vu des sites industriels et des industriels, on fait la remarque suivante, c'est que à l'étranger, quand le patron vous demande quelque chose, soit vous le faites, soit vous partez. Le français, lui, c'est pas pareil. Il va se demander si le patron a raison. Et puis, s'il pense que le patron a pas raison, il va faire à sa manière. Et après, donc, pour que ça avance, le patronat, enfin, les dirigeants ont comment je dirais, imaginer une culture ou un management par la pression. Et ça, en France, on a un management extrêmement pressurisant. Parce qu'il faut que ça, à un moment, on en a marre que les gens ils discutent, ils disent oui mais moi j'aurais fait autrement et c'est pour ça que ça a fait une image si terrible de l'industrie. J'ai lu un livre de Fernand Léger il y a pas longtemps qui est un peintre et il disait en 1900, c'était après la guerre de 14, il disait en France un caporal pense comme un général et au bout d'un moment ça use, on n'arrive plus à rien, quoi. Et donc pour qu'on arrive quand même à quelque chose, on a développé cette hiérarchie terrible et que effectivement c'est pas facile de vivre ça tous les jours. Donc je pense que les gens se sont détournés de ça. Bah, c'est vrai que par ailleurs, après bon, c'est peut-être une petite parenthèse, mais c'est vrai que qu'en France, je vais peut-être utiliser d'autres mots que les vôtres, mais in fine ça se rejoint peut-être. J'ai le sentiment qu'en France, on n'est jamais réellement sorti d'une peut-être pas, j'irais pas jusqu'à dire une lutte des classes, mais d'une opposition patronat versus salarié, qui est assez mortifère au final, parce que, enfin, ça n'aide pas non plus la vie d'une entreprise, ni d'un côté ni de l'autre, que d'être tout le temps ou trop souvent dans une forme de clash, de guerre de tranchées, plutôt que, dans d'autres pays dont on parle souvent, où tout n'est certainement pas rose non plus, en Allemagne ou les pays du Nord, où il y a peut-être une culture de la discussion et du débat et on se met autour de la table et on voit comment on gère ensemble, quoi. On a aussi une culture non mais c'est ce qui va avec ça, c'est qu'on a aussi eu un vrai problème dans notre rapport avec l'argent et la réussite en France. Peu de gens ont le droit de gagner de l'argent en France et surtout pas les gens de l'industrie. Donc parce que ce qu'on voit, moi on m'a dit plusieurs fois, c'est que
ceux qui gagnent de l'argent, c'est les ouvriers, que le patron, il en profite. Et voilà, ça c'est encore extrêmement ancré un peu partout, quoi. Hein. Après, ça rejoint ce que j'allais dire tout à l'heure, mais je pense que ça dépend aussi de quel patron on parle. Vous, bien sûr, en l'occurrence, bien sûr. vous êtes un patron de PME, ce qui n'a rien à voir avec les entreprises du CAC 40 qui ne voient jamais la couleur de leurs employés, de leurs ouvriers, et qui peuvent effectivement se sentir lésés quand d'un claquement de doigts il y a une fermeture d'usine, un parachute doré ou un truc comme ça, quoi. Et que voilà, et que eux ils vendent, ils s'en retrouvent une autre, et puis qu'ils vont à nouveau fermer, et eux ils se retrouvent en fait avec du chômage, aucune possibilité de retrouver un emploi quand on a 50 ans ou 45 ans, et donc, je comprends qu'il peut y avoir aussi des frustrations à ce niveau-là, parce que tous les patrons ne sont pas au même niveau. Et alors, il faut définir, effectivement. C'est très important de définir le mot de patron, parce que c'est comme industrie, ça regroupe, d'ailleurs ça va avec, hein, ça regroupe un panel extrêmement large. Il y a du patron de toute petite entreprise où ils sont 4 personnes, une entreprise de peinture ou simplement un magasin, hein, et puis à des PDG du CAC 40 qui ne sont pas, à mon sens, des patrons dans le sens où ils sont pas propriétaires, ils sont pas actionnaires, enfin ils ont une action, mais ce sont plus des managers au sens où moi je l'entends. Le patron qui est actionnaire de sa société, qui a mis toute sa vie là-dedans, si vous voulez, les salariés avec lesquels il bosse, il est pas là pour les exploiter parce qu'il a. C'est des partenaires à part entière en fait. Hein. Alors bon, je sais pas, mais clairement, il sait très bien d'où vient l'argent. En France, on a un autre problème, c'est que peu de gens ont compris d'où vient l'argent qui soutient leur mode de vie. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui soutient votre mode de vie personnel, c'est soit un client, soit un patient, soit un usager. L'argent ne tombe pas du ciel. Mais vous demandez à une personne dans la rue d'où vient l'argent qui l'a fait vivre, beaucoup de gens ont du mal de répondre précisément. D'ailleurs, vous, d'où vient l'argent qui vous fait vivre? Client et usager, moi. Client et usager. Moi, le contribuable. Ouais. Donc l'usager. L'usager, ouais. Ouais, usager, moi c'est pareil. Ouais. Est-ce que vous vous sentez redevable de ça? Moi, oui, parce que je suis payée par l'argent public, donc pour moi, c'est un honneur et une chance, et donc je me sens énormément redevable. Je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui ne saisissent pas ce lien. Ce qui est, par exemple, vous allez aux États-Unis, alors ça, ils ont très très vite compris ce lien-là parce qu'ils sont dedans depuis le berceau. Mais le lien entre ce qui soutient mon mode de vie, ce qui me permet de payer mes factures et puis de faire tout ce que je veux, par rapport à mon travail, ça c'est un lien qui est pas si clair que ça en France. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est intéressant. Et alors, bon, je passe peut-être un petit peu du coq à l'âne, mais tout à l'heure, vous aviez parlé donc en France, on a peut-être voulu garder la conception et puis on a éloigné un peu la réalisation et puis et les étapes d'après. Bon, aujourd'hui, on a quand même un peu le sentiment que c'est quelque chose qui revient dans le discours public, on veut relocaliser, on parle de réindustrialiser la France, etc. On en parlait en introduction. Est-ce que ça, c'est une chimère pour vous? Est-ce que c'est une réalité? Parce que bon, voilà, on a quand même le sentiment que ça coïncide avec les enjeux socio-économiques, puisqu'on a un chômage qui est galopant et qui touche en particulier une certaine partie de la population. Je vous coupe tout de suite sur le chômage. Peut-être que vous allez hurler, mais en France, il n'y a pas de chômage. Hein. Il y a des gens qui veulent pas travailler, c'est ça? Je peux vous dire qu'il n'y a pas de chômage en France. En tout cas, en Franche-Comté, où je vis là, il n'y a pas de chômage, c'est zéro. C'est-à-dire que on n'arrive pas à recruter et les gens qui partent d'ici trouvent du travail dans, la demi-journée. Alors, il y a une mauvaise allocation. Il y a une mauvaise allocation. Il y a peut-être un problème entre les qualifications des gens et les besoins réels de l'économie. Ça fait partie de ce dont on parlait sur la formation aussi. Sur la formation, ouais. C'est pas un problème de qualification du tout, parce que nous, on prend des gens non qualifiés et on n'en trouve pas. Et ça, on l'explique comment, du coup? Ouais. Par l'image aussi, c'est ça? Ouais, aussi, ouais. Je ne sais, là, j'avoue que je ne sais pas. Mais nous, on prend des ouvriers qu'on forme complètement, parce que de toute façon, étant la seule société de métallurgie des poutres de France, je peux pas prendre quelqu'un qui sait en dehors, donc on prend des gens. On a beaucoup de reconversion, de chauffeurs routiers, de femmes qui étaient gardiennes d'enfants, ce genre de choses, qui viennent ici. On leur apprend des gens qui travaillent dans les restaurants. Donc, si vous voulez, c'est très très vaste. Hein, pour travailler chez nous, on peut avoir fait absolument n'importe quoi. Et c'est des gens qui viennent toquer directement chez vous? Non, on recrute pour ça, c'est-à-dire qu'on met des pubs sur les voilages du pain, on fait des annonces partout, on fait des speed dating. Vous imaginez pas tout ce qu'on fait pour pouvoir recruter du monde. Ah ouais, vous êtes quand même très très proactif pour arriver à trouver du coup. Oui, bien sûr. Mais toutes les sociétés d'ici aussi.
Je vous dis, quand je dis le chômage n'existe pas, ça, je l'affirme. Mais le chômage existe quand même, parce que quand vous voyez justement des gens qui ont fait des études et qui trouvent pas de boulot derrière, c'est peut-être que justement, en fait, on a mal fléché les études. Et les gens dans les études aussi. Je pense qu'ils ne trouvent pas le travail qu'ils désirent. Ça, je pense qu'il y a énormément de gens qui sont dans ce cas-là. Par contre, du travail, il y en a plein. Ouais, c'est vrai que c'est pas forcément une inadéquation, mais c'est pas une inadéquation de temps de formation, c'est plus une inadéquation de désir, d'aspiration. Oui, mais là on revient sur l'image et la communication. Absolument. Voilà, mais du désir naîtrait aussi peut-être la formation, en fait. Et alors, ensuite, en fait, c'est un peu un serpent. Bah oui, tu désires quelque chose que tu connais un peu. Enfin, au moins, tu sais que ça existe. C'est ça. Mais par ailleurs, moi, pour rebondir sur ce que tu disais, Gabriel, c'est-à-dire les discours de réindustrialisation, la place de l'industrie, du Made in France, qui ont été très valorisés aussi pendant le premier confinement. Je sais pas si vous vous rappelez, oui. Notamment sur la question des masques, en fait, qu'on n'en avait pas, alors qu'on a la possibilité de pouvoir en faire en France. Et même les respirateurs, tout ça et tout, quoi. Là aussi, il faut séparer beaucoup d'industries, parce que les gens ont vraiment une mauvaise image de l'industrie dans tous les sens du terme. C'est-à-dire, elle est plutôt bas de gamme, et deuxièmement, elle est assez fausse. Qu'est-ce qu'on appelle l'industrie? Alors, moi, je vais dire, c'est comme les bons chasseurs, les mauvais chasseurs. Ça, il y a la vraie industrie, il y a la fausse. L'industrie lourde. L'industrie, voilà. Il y a l'industrie lourde et puis il y a l'industrie d'assemblage. Beaucoup d'industries en France, c'est en fait aller assembler des produits qui viennent d'un peu partout, et puis on fait un produit avec ça. C'est de l'industrie, ça. Par contre, alors ça, c'est relocalisable. C'est juste une histoire de coûts et puis de com et tout ça, mais refaire, je sais pas quoi, assembler un mixeur, enfin, on arrivera à faire ça. Par contre, je parle de l'autre industrie qui est la vraie industrie pour moi, de transformation. C'est-à-dire, c'est les aciéries, c'est les craqueurs de naphta pour faire les matières plastiques. C'est à forte valeur ajoutée, en fait. C'est pas à forte valeur ajoutée, c'est là où vous faites la matière première. Okay. C'est ceux qui font les princeps médicamenteux. C'est pas l'industrie qui va faire les pilules, parce que ça, c'est assez simple une fois qu'on a les princeps. Par contre, pondre le truc générique, la molécule, ça, c'est plus compliqué. Pondre les brames d'acier, si vous voulez, raffiner le truc avec les hauts fourneaux et tout le machin, c'est pas du tout la même chose que d'aller usiner une barre de 4, quoi. On met une fraiseuse dans une petite entreprise et ça y est, c'est de l'industrie. C'est pas très compliqué, ça. Par contre, fabriquer de la matière plastique à partir du pétrole, je vous garantis que c'est déjà autre chose, hein. Et alors, ces grosses industries-là, c'est l'atome, c'est enfin les industries du composite, fabriquer de la fibre de carbone, fabriquer du verre, fabriquer du béton, c'est là où c'est ça qu'il faut avoir absolument, parce que le reste, même si vous réindustrialisez, vous êtes tellement dépendant de la matière première qu'en fait vous n'êtes pas du tout indépendant. Oui, donc, il y a un chaînon manquant en fait si on n'a pas ça. Et le chaînon manquant, c'est l'essentiel, parce que là on voit les pénuries de à peu près tout, parce qu'on maîtrise plus la matière première. Donc, ces industries-là, justement, qui ont peu à peu disparu en France, qui sont peut-être pas complètement effacées, la preuve, on discute avec quelqu'un qui est dans une industrie comme celle-ci. Est-ce qu'elles peuvent encore, à votre avis, revenir en Europe? Beaucoup de mal. Et en France? Est-ce que c'est encore compatible, en fait, avec nos... Elles ont aussi été délocalisées en Europe, par exemple, les aciéries. On n'en a plus aucune en France, mais je crois qu'elles sont toutes en Europe de l'Est, hein. On aura beaucoup de mal pour plusieurs raisons. La première, c'est que réindustrialiser ça, c'est des choses qui datent déjà de très longtemps. Il faut déjà qu'on arrive à savoir le refaire. Ça c'est pas évident. Par exemple, moi, je suis j'ai un doute monstrueux sur le fait qu'on sache faire une centrale nucléaire en France. Dans le sens où la dernière construite, c'était celle de Cattenom. Je crois que c'était en 84. J'ai visité quand j'étais en seconde. Les ingénieurs qui ont fait ça, ils sont morts aujourd'hui, hein, parce que ça fait plus de 40 ans. Donc voilà. Hyper rassurant. Après, c'est des sommes absolument astronomiques, un haut fourneau. Je sais pas si vous voyez le machin que c'est, mais c'est. Et après, environnementalement parlant, vu ce qu'on nous oblige à faire ici à Saint-Vith, où on nous check absolument tout, un haut fourneau moderne, je sais pas où on pourrait mettre ça. Donc, c'est pour ça qu'on a délocalisé ça non seulement dans les pays lointains, mais aussi dans des pays pour lesquels le green n'est pas une priorité. Je sais pas si vous remarquez, mais toutes les aciéries, tous ces machins, c'est en Inde, dans des coins absolument abominables, parce que c'est assez polluant. Et si on veut faire ça de manière non polluante, ce qui est possible, alors là, ça coûtera beaucoup plus cher. Ouais. Les coûts explosent et personne n'est prêt à payer ça, quoi. Donc c'est ça le problème. Un craqueur de naphta, il y en a pas beaucoup, hein. Je sais pas, je crois qu'en France on en a pas. Moi j'ai visité celui de BASF. Faut voir le machin que c'est. C'est absolument démentiel. Alors, donc mais là, si on veut ça veut dire qu'en France, en fait, on serait dans une opposition entre choisir l'environnement
ou choisir l'industrie en fait si on veut réindustrialiser. Alors, est-ce qu'il n'y a pas c'est le choix justement- entre deux en fait? Moi, j'ai l'impression que c'est foutu, quoi. Enfin, En fait, moi, c'est l'extension de ce que tu viens de dire, Alinor, que j'avais demandé. Si on veut réindustrialiser en France, on fait quoi? Alors, est-ce qu'on grossit, est-ce qu'on fait grossir les atouts qu'on a déjà aujourd'hui, ou en tout cas, on évite de les perdre, l'aéronautique, le luxe, l'agroalimentaire? Est-ce qu'on cherche à reprendre des industries du passé, quitte à mettre un petit coup de canif sur nos engagements environnementaux qui sont, on le sait tous, nécessaires? Ou est-ce qu'il y a une industrie du futur? alors, Est-ce qu'il y a des endroits où on doit investir, où on doit être stratégique et où on doit arrêter d'être spectateur de ce qui peut se faire? je crois que comme toujours, c'est toujours tout à la fois. Dans le sens où je crois pas qu'il y a une recette miracle. Moi, j'aime pas les hyper solutions. Vous savez, le truc, par exemple, la voiture électrique, on dit, bah, on va arrêter les moteurs thermiques, on fait plus que l'électrique. Quand j'entends ça, je me dis, mais c'est juste pas possible de penser à un truc pareil, quoi. Donc, je pense que l'électrique est une solution, mais une possibilité, mais c'est certainement pas. On est très fort en France pour faire des machins où du jour au lendemain, on arrête un truc et on passe complètement à quelque chose complètement différent. Bah, exemple avec le diesel, hein, qu'on C'est- a vendu, et aujourd'hui, c'est va des rétro Satanas le diesel, quoi. Et puis après, il y a eu, par exemple, les 35 heures, on a dit toutes les boîtes, poum, du jour au lendemain, faut arrêter, quoi. On n'est pas adaptable du tout. Alors, il y a des choses qu'on peut faire revenir chez nous, sans trop de difficultés, des coûts, et puis effectivement trouver les bonnes personnes. Il y a encore du savoir-faire en France, et il y en a encore pas mal. Il faudrait juste pas trop attendre. Et puis après, il y a des choses qu'est-ce qui est stratégique. Donc derrière, là, les Américains, par exemple, eux, ou les Allemands, ils ont dit ça, c'est stratégique, ça part pas. Nous, on a vu par exemple qu'on arrivait à vendre des aéroports. Enfin, c'est complètement incroyable. Là. Et je sais qu'en Allemagne, là, ils ont eu un coup de semonce terrible quand les Chinois ont racheté KUKA, qui est une marque de robots très connue. Les Allemands, Ouais, ça date il y a pas longtemps, ça, je crois. ouais, c'était il y a quelques années. Les Chinois ont racheté la plus grosse marque de robots allemands. Ça les a fait réfléchir. Aux États-Unis, il y a énormément de difficultés dès que vous voulez exporter du produit technologique, même en métallurgie, parce qu'ils ont des normes absolument abominables pour ça. Et ils sont pas idiots, les gars. Quand c'est vraiment important pour le pays, ils lâchent pas. C'est du protectionnisme. Vous qualifieriez ça de protectionnisme, alors? Totalement. Ah oui, c'est une stratégie, quoi. D'un autre côté, ils n'ont pas totalement tort. Hein. Et donc, parce que par exemple, enfin, les matières qu'on va dire que je pense être stratégiques aujourd'hui, c'est le numérique. Bon, j'ai l'impression que l'Europe a un petit peu déjà passé le pas, quoi. Enfin, je veux dire, c'est déjà presque quasiment trop tard. C'est l'énergie. Et après, au-delà de ça, là, c'est l'hydrogène, par exemple. Tout à l'heure, je parlais de Chapelle Darblay et je parlais du territoire de Belfort avec GE qui est parti, par exemple. Et en fait, ces deux entreprises-là, elles vont être reconverties dans l'hydrogène. Donc, est-ce que l'hydrogène pourrait être aussi un point d'avenir, en fait? L'hydrogène, tout dépend comment vous le produisez, parce que en fait, ce qui manque beaucoup. Alors déjà, juste un truc. Pour moi, la France, il y a la France, puis il y a l'Europe. On fait partie quand même de l'Europe, ouais. Et moi, je suis pro-européen. Je pense qu'il y a des choses, si vous voulez, par rapport à la volumétrie, une aciérie ou un craqueur de nafta, on va pas en mettre 3 par pays, hein, parce qu'il n'y a pas non plus besoin de ça. Donc, avoir des Européens. Les Allemands sont très forts là-dedans, bah, on met ça chez eux, et puis par exemple nous l'agroalimentaire on est plutôt meilleur, on met ça chez nous puis on partage, parce que moi je pense que ça c'est quelque chose d'intéressant et que l'Europe doit être forte là-dessus, mais si on se tire dans les pattes, ça marchera pas. Donc ça c'est la première chose. Après, moi je suis scientifique de formation, je suis docteur, je suis ingénieur, et donc je vois les choses de cette manière-là, je vais jusqu'au bout. On parle souvent, on ne considère que la première couche. Une voiture électrique ne pollue pas. Ok, mais comment on fait l'électricité? Comment on fait les batteries? Donc, mais ça, personne regarde ce truc-là. Moi, je suis en train de calculer là avec les jeunes de l'usine. Là, je leur ai fait faire des devoirs à la maison. Et on se dit, admettons que le parc français d'automobiles qui est sur moteur thermique aujourd'hui passe en électrique. Ça fait combien d'éoliennes? Réponse. Il faudra des centrales nucléaires, c'est ça? Réponse, il faut des centrales nucléaires. Et combien de centrales nucléaires? Si tout le parc passe du thermique à l'électrique? Ouais. Ah oui, non, bah là. Allez, on va dire une petite vingtaine. Réponse pas mal, ouais, à peine plus. Ou alors des éoliennes dans toute la mer Méditerranée. Oui, partout. Alors après, ce que je sais aussi, parce que les lois de la physique sont les lois de la physique, et c'est que quand vous faites quelque chose, vous avez une réaction. Vous savez, quand on vous pousse, vous résistez. Donc vous couvrez de la terre d'éoliennes, il va se passer des choses. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que toute action a une réaction.
Donc, qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas vous dire, mais si vous mettez dans la mer tout un tas de trucs, il va forcément y avoir d'autres bricoles qui vont arriver avec les courants, les poissons, j'en sais rien, enfin bref. Mais on ne peut pas, encore une fois, faire de l'hyper-solution. C'est-à-dire que pour moi, la variété, comme pour mes clients, ou comme pour mix énergétique. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Pour ma nourriture, je ne mange pas que de la viande toute la semaine et puis après que du légume la semaine d'après. C'est pas comme ça que ça marche. On doit avoir une alimentation variée tous les jours. Pour mes clients, c'est pareil. J'essaye d'avoir beaucoup de clients différents parce que je peux pas mettre tous mes œufs dans le même panier. Pour l'énergie, pour l'industrie, pour l'éducation, pour tout, c'est exactement pareil. Et donc, si, selon vous, un secteur stratégique, si vous deviez en donner un seul, un secteur stratégique dans lequel la France devrait investir, la France aux côtés de l'Europe, à côté de l'Europe, bien sûr, ce serait lequel? Un secteur où on aurait des atouts en France pour essayer d'en être le leader européen, voire, j'ose rêver, mondial. C'est difficile de dire. Secteur. Moi, je suis un homme de matériaux. Donc, ce que je peux vous dire, mais les matériaux, ça recouvre énormément de choses. Mais c'est quand même à la base de tout. Si on maîtrise pas ces matériaux, on maîtrise rien. C'est-à-dire que vous savez plus faire un moteur, vous savez plus faire une maison, vous savez plus faire un tissu, vous savez plus faire quoi que ce soit. Donc la matière, on est dans une économie effectivement de numérique, de virtuel, où le produit c'est devenu c'est juste un truc. Et puis les Chinois ils le font. C'est un peu réducteur. Je pense vraiment que la matière est quelque chose qui est à la base de tout, quoi. Donc maîtriser la matière et maîtriser l'énergie, une fois que vous avez ça, on discute un peu mieux quand même. Et il n'y a qu'à regarder comment s'est construit l'homme. Donc il y a eu le feu, et puis après il y a eu un peu de mécanique avec la roue, mais tout de suite ils ont fait comment on fait le bois, comment on fait le fer. D'ailleurs les âges sont basés sur la matière. Donc c'est quand même un truc un peu important, quoi. Et est-ce que vous pensez que justement la réindustrialisation et disons de la création de l'économie du futur basée sur l'industrie, elle devrait s'accompagner d'un espèce de plan quinquennal à très long terme, en fait, d'une stratégie qu'on établirait sur 5, 10, 15 ans. Alors c'est pas quinquennal, c'est beaucoup plus long que ça. Oui, mais pour moi tout est lié à l'éducation parce que c'est ça qui façonne tout. C'est notre système éducatif qui va amener tout ça. En fonction des envies des gens, de leurs possibilités, mais clairement, essentiellement au niveau de leurs envies. Donc, vraiment, si on forme les gens à aller vers la technique, eh ben, on aura un peuple et un pays plus technique. Ça, c'est l'Allemagne ou la Suisse. Si on forme les gens à aller vers l'art, on aura un peuple plus créatif, plus artistique. Ça, c'est plutôt un peu nous. Si on change les gens à aller vers la psychologie et la vision de l'autre, voilà, c'est ce genre de choses. Moi, je pense encore une fois qu'il faut de tout. Mais le problème que chez nous, c'est qu'on a éradiqué la technique de base. C'est plus ça. Donc, c'est quelque chose qui nous manque. Il faut remettre ça. Regardez les écoles d'ingénieurs. Moi, j'en ai fait une. Mon fils en a fait une. J'en connais plein. Combien vont travailler sur de la technique pure? Très peu. En fait, c'est des écoles de management plutôt. Ouais, c'est ça. Avec un peu de technique. Et ça vient aussi ça vient des États-Unis. Après-guerre, avant la guerre, les bons étaient dans la technique. Je parle de la Deuxième Guerre mondiale. Et puis, un petit peu après, pendant la grosse phase de croissance qu'il y a eu. Et puis après, quand les gens ont voulu gagner plus d'argent, le seul moyen a été de grimper dans la hiérarchie de l'entreprise. Et pour ça, il faut faire chef. Et donc, les écoles se sont adaptées en apprenant aux gens comment monter dans la hiérarchie plutôt que comment créer du produit. Et c'est comme ça que ça se passe. Et maintenant, honnêtement, je sais que tous ceux qui sortent d'école et tout ça, ils se voient pas techniciens, ils se voient boss. Manager, en fait. Manager dans l'industrie ou chef d'équipe. Vous regardez dans les très grosses boutiques françaises, les très grosses sociétés, nom de Dieu, il n'y a plus que des chefs. Il n'y a plus que des cols blancs. Mais surtout, ils sont tous directeurs de quelque chose. Et ils gèrent leur carrière sur au moins un quart de leur temps. C'est quelque chose de très important. Par contre, des gens de grandes écoles qui sont sur les machines, il y en a extrêmement peu. En général, il faut faire ça à des sous-traitants. Ça arrive peut-être un peu tard dans le podcast, mais je pense que ça tombe à pic et ça serait intéressant que vous, justement, nous parliez de votre parcours, en fait. Je pense que ça pourrait intéresser nos auditoristes et en plus inspirer peut-être. Mon parcours,
Moi, je suis un dinosaure par rapport à l'époque actuelle. Non, mais quand j'étais enfant, à l'époque, hein, moi je suis né en 67, on voyait la vie, c'était une maison, une famille, un travail. C'était comme Le ça. monospace, le labrador et le pavillon, quoi. Ouais, alors je voyais Quoi. je voyais un peu plus grand à l'époque, mais c'était quand même ce qui définissait qui on était. C'est-à-dire que on habitait là, on bossait là, et puis c'était notre famille, quoi. Et alors moi, j'ai eu un travail dans ma vie, une femme et une maison. C'est un truc incroyable, hein. Et donc j'ai toujours aimé la technique et j'ai toujours aimé le métal depuis absolument tout petit. J'ai fait mes premières forges, je devais avoir 12 ans. Et donc j'ai toujours aimé travailler dans la métallurgie et donc j'ai fait des études de mécanique et puis je me suis rendu compte que comprendre la mécanique sans comprendre les matériaux qui font les pièces qui bougent, c'était pas bon. Enfin, il y avait un manque énorme, donc j'ai fait une thèse en sciences des matériaux et en métallurgie notamment. Et puis, comme j'aime les montres beaucoup, j'ai trouvé du travail dans l'horlogerie et il y avait des gens à l'époque. Mon premier patron, celui qui m'a embauché, Michel Bezin, était quelqu'un très visionnaire. C'était quelqu'un qui avait 60 ans à l'époque, en 95, et qui pensait que en fait, l'origine de la société Alliance, c'est que le luxe, les montres de luxe sont en pleine croissance dans les années 90, avec le quartz a été dépassé, puis les montres de luxe reviennent, et ils sont confrontés à une demande de marché exponentielle et en même temps une baisse des coûts pour augmenter les marges. Beaucoup de gens, beaucoup de sous-traitants et de fabricants sont allés en Asie et lui a dit, moi je veux maîtriser en France. Et je dois mettre, parce que il y a une chose qui est essentielle dans l'industrie, c'est de maîtriser son lead time. Quand on maîtrise son lead time, on maîtrise tout. Donc la proximité, elle sert à ça. C'est pour ça qu'on va relocaliser, plus que par esprit d'entreprise ou n'importe quoi, c'est parce qu'on va maîtriser son lead time, surtout quand les conteneurs, il faut 4 fois le tour de la Terre et qu'on ne sait plus quand est-ce qu'ils arrivent. Et donc ils ont dit, on doit avoir une technologie, on doit trouver une technologie qui est plus efficace que la technologie d'usinage, qui est de l'enlèvement de matière. On va faire pousser la pièce autour de ces trous dans l'autre sens. On va vraiment être une technologie de formation de matière. Et ils m'ont embauché pour ça, parce que c'est ce que je faisais pendant ma thèse, et puis je suis resté là depuis là, et puis maintenant la société a grossi. C'est comme ça que c'est arrivé. Et nous, notre vision, c'est de maîtriser absolument tout. Donc on est une société de technologie avec énormément de machines et d'investissements. Et on fabrique tout de A à Z. Donc il y a la poudre qui rentre à un endroit, puis on a la pièce finie qui sort à l'autre. Et tout est fait chez nous. D'ailleurs, c'est marrant, mais pendant les élections régionales, je crois avoir vu la mention de votre activité dans au moins la bonne moitié des tracts électoraux de la région Bourgogne-Franche-Comté. Ah bon? Oui, j'ai vu. Oui, Alors pas vous nommément, mais la métallurgie des poudres, etc., secteur d'excellence, etc. Je l'ai vu sur 2 ou 3 tracts. Ah ben moi j'ai même pas vu, dites donc. Ah. Bah, je vous donnerai des noms quand on aura coupé le record. Ouais, et moi de même, c'est marrant parce que j'allais dire que tout à l'heure vous parliez justement de prévoir la formation très à l'avance et de penser en plan. Et en fait ma question n'était pas totalement naïve, c'est qu'en fait je l'avais lu, c'est quelque chose que propose Arnaud Montebourg qui vient aussi de Bourgogne-Franche-Comté d'ailleurs. Donc terre d'industrie. Oui, alors je sais pas s'il y a une terre. Moi, je suis pas pour les régions. Je trouve ça un peu bizarre. Nous, on est français. Il y a des, je dirais, je sais pas. Il y a des endroits qui, par l'histoire, se sont fait plus spécialisés en ci ou en ça. Mais bon, voilà. Après, effectivement, je pense que on prépare. La démographie est quelque chose, une science exceptionnelle parce qu'on sait ce qui va arriver. On sait dans 20 ans combien il y aura d'enfants de 20 ans. Ça, c'est un truc qui est à peu près clair, quoi. À moins qu'il y ait une guerre, on sait à peu près combien ils seront. Et on sait aussi, en fonction des études qu'ils vont choisir, qu'est-ce que ça va donner, tout ça. Et donc, on peut piloter. Sauf que on le fait pas. C'est assez étonnant. Oui, parce qu'en plus, la chance qu'a la France par rapport à nos voisins européens, c'est que on a énormément de bébés, on a énormément d'enfants et on a une main d'œuvre qui n'attend qu'à être employée et formée, en fait. Et notre atout principal au niveau mondial, ce sont nos enfants. Oui. Et tout à l'heure, vous disiez à moins qu'il y ait une guerre ou un autre Covid, d'ailleurs. Oui, mais le Covid, les enfants. Alors, ce serait plutôt la peste, quoi. C'est-à-dire, si les gens continuent à être comme ça avec les vaccins, peut-être que ça réarrivera si on reprend la variante. Oui, voilà, c'est ça, tout à fait. Surtout que maintenant, ça attaque les jeunes. Donc. Mais clairement, l'atout majeur de la France, ce sont ses enfants. Parce que par rapport à tous les autres pays qui sont autour de nous, et aussi la Chine, ce que je sais, c'est que moi, je sais pas si je vivrai assez vieux pour voir la Chine au tapis. Mais je vivrai assez vieux pour voir l'Allemagne, l'Italie,
la Hollande, Le Japon. le Japon dans un état pas terrible. C'est sûr. Et ça, ils ne peuvent rien faire parce que s'ils veulent des gens dans 20 ans, ils peuvent pas on peut pas créer un homme de 20 ans en 2 ans. Ah bah non, ça c'est clair. Bah, ils vont être, enfin, ils le font déjà pour certains appels à l'immigration. Hein. Oui, tout à fait. Oui, mais alors ça c'est une autre. C'est effectivement, c'est pour ça qu'ils le font. Hein. Est-ce que ce sera la même chose? Tout vient là parce que ça va être le problème de la Hollande, par exemple. Si vous regardez l'aspect démographique de la Hollande et vous regardez un petit peu comment c'est fait en ce moment, c'est plus la Hollande avec des blonds aux yeux bleus et des fromages et des machins, quoi. C'est plus pareil, quoi. C'est pas ça. Donc après, je ne sais pas si c'est bien ou si c'est pas bien, mais le fait est que c'est plus ça. C'est plus le truc d'origine. Après, à voir. Mais effectivement, la démographie explique énormément de choses. Et là, les Chinois, ils sont en train de se rendre compte que leur politique du bébé et de l'enfant unique est absolument terrible. Et vous parliez tout à l'heure de choses qui changent et qui ne sont plus celles de l'origine. Et moi, je me posais la question, justement, j'en avais un petit peu parlé tout à l'heure, de l'environnement et de l'industrie. Et vous avez développé ce qu'on appelle le Lean and Green. Oui. Et je pense que ça pourrait être intéressant que vous nous en parliez un petit peu. Déjà, qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert? Comme étant d'ailleurs une des solutions qui peut éventuellement permettre de peut-être réindustrialiser ou en tout cas de redynamiser un petit peu le secteur de l'industrie. Et puis qui nous permettra de voir un peu les choses autrement qu'en affrontement des deux, en fait. Tout à fait. Alors moi, je suis totalement écologiste. Et je suis un autre problème de la France, par exemple, c'est que l'écologie a été arrogée par des gens plutôt à gauche, voire même très très à gauche. Moi, je suis pas très à gauche et je suis écologiste. Donc déjà, ça me pose un souci. Après, je pense qu'on ne peut pas avoir d'écologie punitive parce que surtout en France, dès qu'on nous impose un truc, on fait le contraire. Donc ça va être compliqué tout ça. Je suis pour une écologie où les gens ont plutôt envie d'aller vers ça. Et je pense que l'industrie là a une énorme responsabilité, une énorme potentialité aussi. Alors pourquoi on est encore en France? Parce qu'on a une belle technologie, parce qu'on a des salariés qui sont au top, et aussi parce que on a intégré la stratégie Lean, et ça c'est quelque chose d'extrêmement efficace. Et on peut faire le lien très facilement entre le Lean et le Green, parce que j'ai écrit un livre qui sort au mois d'août là-dessus d'ailleurs, qui s'appelle Le Lean aujourd'hui et qui parle de ça. Parce que pour moi, c'est pratiquement la même chose. En fait, dans le Lean, on va expliquer qu'on travaille en minimisant les gaspillages, les rebuts, les stocks et les mauvaises conceptions. Mais ça, c'est exactement ce qu'il faut faire si on veut économiser la planète. À chaque fois qu'on fait un rebut, quelque part, on a utilisé de l'énergie, de la main-d'œuvre et de la matière pour faire un produit qui ne verra jamais le jour. Donc, faire de la très bonne qualité est un acte écologique. Oui, bien sûr. Après, créer des stocks, acheter des produits en Chine, les faire venir par conteneur pendant 6 mois, ça dure quelques mois, puis après faire des soldes avec une gabegie énorme, avoir ces stocks, ces surstocks partout, c'est extrêmement mauvais pour la planète. Encore une fois, on consomme de l'énergie, de la matière, du transport, on fait des émissions dans tous les sens pour quelque chose qui n'est pas exploité par un consommateur. Donc, travailler à la demande, donc être flexible pour pouvoir travailler à la demande, c'est un acte écologique. Et là, le lead time est fondamental, et c'est pour ça que le Lean travaille ça. Et puis, avoir un produit mal conçu, parlez-en à Volkswagen avec ses moteurs, c'est quelque chose qui, encore une fois, émet trop, consomme trop, et à la fin, vous avez de la débauche d'énergie et de matière pour faire quelque chose qui n'a pas de valeur. Donc, bien concevoir est un acte écologique. Et ça, c'est exactement ce qu'on fait tous les jours pour nos produits et pour nos clients. Donc, il y a une cohérence et une convergence entre l'industrie qui est vue de la manière lean, donc je dirais sans gaspillage, et l'aspect environnemental. Point. Donc comme quoi, on peut être dans de l'industrie qui plus est métallurgique, tout en respectant la planète, ou en tout cas en limitant davantage son impact sur l'environnement. Mais on la respecte beaucoup plus qu'un supermarché. Je veux dire, ici chez nous, vous connaissez pas Alliance, mais par exemple, pour faire 1 kilo de pièces, parce qu'on regarde un peu, nous, qu'est-ce qu'on utilise, pour moi, l'utilisation de la ressource est importante, mais ce qu'on émet l'est encore plus. Parce qu'en fait, des ressources, il y en a. Par contre, ce qui nous embête, ce sont les émissions, parce que c'est ça qui crée tous les problèmes. Nous, pour faire 1 kilo de pièces, on utilise 7 grammes d'eau. Pour faire un t-shirt, regardez combien de litres d'eau vous utilisez.
Nous, une pièce qui sort de chez nous, elle a voyagé 80 mètres entre sa matière première et sa fonctionnalité terminale. 80 mètres. Bah, c'est assez étonnant de voir, c'est vrai, l'image qu'a l'industrie. Et comme vous l'avez dit, hein, c'est l'industrie en général, c'est-à-dire qu'on fait pas la différence entre les industries et puis les fringues, quoi, en fait. Ou les fringues, ou même les services qui peuvent aussi être très consommateurs. Mais je sais pas si j'ai pas fait le calcul sur qu'est-ce qui est le plus économique ou le plus polluant. Est-ce que c'est une feuille de papier ou un écran pendant 20 secondes? Aujourd'hui, je ne sais pas répondre à ça. Mais ce qui est sûr, c'est que la question se pose. La question se pose parce que les serveurs, vous savez, je sais pas, vous êtes sûrement au courant de ces trucs sur la blockchain, là, ces fermes là qui utilisent, ça consomme une énergie juste absolument phénoménale, ce genre de sur les serveurs. Et d'autant plus que ça réchauffe la planète aussi, parce que ça émet énormément de chaleur, en fait. Exactement. L'industrie, nous, on a une industrie qui a été conçue comme ça dès le départ. C'est pour ça que je travaille dedans, parce que c'est quelque chose qui est passionnant et fantastique. C'est que on utilise la quantité de matière qui est nécessaire à faire la pièce. Alors que l'industrie métallurgique traditionnelle va faire un lingot dans lequel il va aller extraire la pièce. Le rendement est entre 30 et 10%. C'est-à-dire que vous avez entre 90 et 70% de copeaux et entre 10 et 30% de produits. Nous, on a l'inverse. Et grâce à ça, je suis plus compétitif que des Chinois cuisinent. Et je peux livrer plus vite. Mais est-ce que cette philosophie de pensée, c'est quelque chose qui est pensé en France par d'autres chefs d'entreprise dans l'industrie, etc. Est-ce qu'on l'apprend à l'école ou En fait, est-ce que vous êtes une minorité visible? Voilà, c'est ça. Alors une minorité, ça c'est sûr. J'essaye d'être le plus visible possible, mais on a bien du mal. Parce que ça, vous êtes allé chercher cette information tout seul, j'imagine? Quelle information? Sur le Lean. Vous êtes formé tout seul? Non, on peut pas se former tout seul sur le Lean, comme pour tout. En fait, pour accéder à ça, il faut ce qu'on appelle un sensei. Donc c'est quelqu'un qui lui a compris la chose et puis vous forme à voir ce qu'il faut modifier chez vous. Donc tout seul c'est pratiquement impossible et c'est surtout possible de faire des bêtises. Par contre, parce que c'est vraiment quelque chose d'assez radical. Il faut quelqu'un qui connaît et qui vous explique. C'est un peu comme le guide de haute montagne, si vous voulez, quoi. Il faut quelqu'un qui connaît et puis il vous dit là tu marches pas. Parce que là il y a un trou, tu le vois pas, mais moi je sais. Et donc c'est exactement la même chose. Bah merci en tout cas d'avoir pris le temps ce soir de discuter avec nous. Je crois que Tanguy, tu as une dernière question. Qui est un peu notre question traditionnelle. Et d'ailleurs, c'est la dernière de la saison automne-hiver 2021. Faut pas que je rate alors. Vous avez la chance de clôturer notre première saison. Et donc la question qu'on pose à tous nos intervenants, à nos invités, c'est qu'est-ce qui vous met la gueule de bois et comment vous la gérez, sachant que vous pouvez répondre à cette question de la manière que vous souhaitez en fait. Vous êtes tout à fait libre. Ouais. Moi, ce qui me met la gueule de bois, c'est qu'en France, on n'aime pas perdre. On déteste ça. Mais qu'on n'a pas vraiment envie de gagner. Ah, c'est philosophique. Ouais, c'est clair, ça laisse à penser. Mais ça me fout vraiment la gueule de bois. Bah, peut-être parce qu'on n'a pas compris que pour gagner, il faut peut-être savoir et apprendre à perdre, en fait, avant de gagner. Je pense surtout qu'on ne se donne pas les moyens. Quand on veut gagner, c'est une vision de la vie de gagner et notamment de pas abandonner. Je trouve que on n'aime pas ça, perdre en France. Vraiment, tout le monde râle et est extrêmement déçu. De l'autre côté, que peu de gens sont prêts à faire les efforts nécessaires pour avoir la victoire. Et donc on a un climat qui est pas génial parce que personne n'est vraiment satisfait. Merci. On va y songer. On va laisser aux auditeurs, aux auditrices l'été pour y réfléchir, pour méditer là-dessus. Bah merci en tout cas de nous avoir présenté votre activité, votre vision. C'était, je pense, un sujet important. Passionnant et enrichissant.
J'espère que ça vous a plu. Et puis écoutez, bonnes vacances, puisque là, on va commencer à y aller. Là. Tout à fait. C'est ça. Et ben, j'en profite pour souhaiter bonnes vacances à tous nos éditeurs et toutes nos auditrices, et puis à vous aussi qui partagez le micro avec moi, Tanguy, Gabriel et Monsieur Bir. Voilà, bonnes vacances à tous et à toutes. Bonnes vacances, au revoir. Merci encore d'avoir écouté le dernier podcast de notre saison 1 pour Gueule de Bois. Aliénor, Tanguy et moi, on est très heureux d'avoir pu vous proposer des sujets variés, différents, avec des intervenants de qualité qui ont essayé de vous apprendre des choses ou en tout cas de vous intéresser à ce qui constitue une partie de leur quotidien à travers tous nos sujets. Donc merci à vous pour votre fidélité. N'hésitez pas à continuer à suivre notre actualité sur Gueule de Bois qui n'arrêtera pas pendant l'été. Nous, on vous souhaite un bel été. On vous retrouve en septembre pour des nouveaux podcasts avec quelques surprises. Et d'ici là, restez connectés. À très vite.